Bonjour à tous. Alors Aurélie, Agorize, qu'est-ce que ça mange en hiver? En bon québécois. En fait, Agora, c'est une plateforme de mise en relation entre des grandes entreprises qui ont de la difficulté ou alors qui ont des enjeux d'innovation et de recrutement de talents, avec plein de talents dans le monde entier. Donc, on connecte une communauté de 5 millions de personnes, d'étudiants, de développeurs, d'entrepreneurs et de startups, avec en plus de 200 clients B2B, justement. C'est ça, Agorize. On fait de l'innovation ouverte. Et dis-moi encore combien de compagnies que vous avez dans votre database? On a 200. Non, Ah oui. On a dit 400 000? En fait, on a 400 000 startups Wow. dans notre base de données de personnes qui participent à nos concours. Wow. Ouais. On fait des hackathons, peut-être que vous avez entendu parler du terme hackathon, des concours d'innovation. Un hackathon, en fait, c'est des marathons d'innovation, des marathons de code, dont le but est le recrutement de talents, la marque employeur. Et on est une plateforme en ligne, en gros, qui connectons tout ce beau monde-là ensemble. Et en plus, vous venez juste de lever 20 millions. Oui, exact. Wow. Ça change. Qu'est-ce qui a changé chez vous après la grosse ronde? Ça a changé, étonnamment, pas grand-chose. Ouais. On est toujours très focalisé sur la croissance, sur l'amélioration du produit en continu. Notre produit, c'est la plateforme, mais on a beaucoup de services aussi qui sont associés à ça, parce que quand tu vends à des entreprises, tu ne peux pas te permettre de juste fournir un outil. Il faut que tu fournisses aussi beaucoup de services et beaucoup d'accompagnement à tes clients. Et dis-moi comme la liste parce que des gens qui font des hackathons, j'imagine, c'est quelle grosseur est l'entreprise normalement? Puis quelle sorte de gros clients que vous avez? Ben, en fait, je ne sais pas si ça marche le clicker. Bon, dommage. J'avais préparé une belle présentation avec des slides. Mais en gros, ouais, nos clients, ça va être des entreprises de tout type de secteur. On va travailler tantôt avec le secteur bancaire, donc Banque Nationale, Desjardins, HSBC. On va travailler avec des entreprises des nouvelles technologies comme Microsoft, IBM. On va avoir des clients aussi comme Tinder, McDonald's, L'Oréal. J'en oublie plein là. Mais ici au Canada et aux États-Unis, qui est vraiment mon terrain de jeu personnel, ça va être aussi bien surtout des grands groupes de plus de 5000 personnes en fait. Wow, Ouais. OK. Est-ce que, comme les cycles de vente pour ça, c'est comme quoi? Là? C'est-tu de 1 mois, 3 mois, 6 mois? Le plus court cycle de vente, ça va être 3 mois. Wow. Le plus long, ça va être 2 ans. 2 ans? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites pour gérer comme des cycles de vente de 2 ans? Pour une start-up, c'est long. Là. C'est très long, en effet. Il y a 3 choses. Il faut vraiment jamais perdre de vue le fait que tu dois toujours avoir ton pipeline qui soit rempli. Donc, quand tu fais des ventes, moi, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant ici, c'est pas aller chercher des subventions ou des fonds ou autre chose. Ah, super. Ouais, bon, bah, voilà. Ça, c'est les 200 clients dont je vous parlais. Ils sont tous là, Decathlon, Pepsi, L'Oréal, AXA. Je ne sais pas s'il y a des... Puis l'Auto-Québec, des villes aussi, des gouvernements. En fait, les 3 étapes vraiment par lesquelles je passe tout le temps, c'est 1, il faut se faire connaître. 2, il faut engager la conversation avec les gens dont ton message, avec lequel ils vont résonner, en fait, avec ta proposition de valeur. Et le 3, c'est comment tu convaincs ces personnes-là qui sont potentiellement intéressées de travailler avec toi. Puis là, je vous ai vraiment listé des canaux classiques d'acquisition dans chacun des étapes de ton entonnoir, en fait. Les ventes, c'est comme un entonnoir quand tu acquiers des clients. Il te faut en haut plein de gens, il faut vraiment te faire connaître. Pour ça, le SEO, c'est hyper intéressant. Avoir un site internet qui soit très puissant, qui te permette de trouver des informations pour tes clients potentiels. On investit aussi beaucoup dans l'AdWords, des publicités, en fait, de l'acquisition du trafic acquis, les réseaux sociaux, du contenu gratuit, vraiment pousser des contenus gratuits, organiser des demo days, faire des compétitions de pitch, comme j'ai fait l'année dernière ici. Ça marche bien aussi pour faire connaître ta startup, puis participer à des salons en tant qu'exposant ou participant. Puis la deuxième étape, c'est vraiment engager la conversation. Donc ensuite, une fois que tu as capté parmi une grande foule de personnes, par exemple là, dans cette pièce, en ce moment-là, il y a peut-être sur 100 personnes, 20 personnes qui vont se dire « Ah tiens, ça peut être intéressant, une plateforme de hackathon ou d'innovation ouverte. » Puis comment j'engage la conversation avec eux. Donc là, à ce moment-là, l'objectif, c'est de créer ce que j'appelle des petits pots de miel. Là. Tu vas créer du contenu, des événements intéressants qui vont attirer ces gens-là pour que toi, ça te permette d'engager la conversation avec eux. Ça passe par des webinaires, des événements réseautage. Puis enfin, une fois que parmi ces 20 personnes qui ont émis un intérêt, il y a peut-être
3-4 qui vont dire, OK, moi je suis une bonne personne, j'ai le budget, j'ai l'autorité, j'ai le besoin et j'ai le timing qui est bon pour acheter ton produit. Comment je les convainc? Là, ça passe par des rencontres, des démos. Nous, on utilisait quelque chose qui s'appelait le BANT score, Budget, Authority, Need, puis Time. C'est exactement ça. S'il y a pas, comme si le client, là, je ne sais pas quand je vais le faire, souvent ça close la porte. Il faut vraiment que ton BANT, il soit donc Budget, Authority, Need and Time. Il faut que ce soit vraiment OK. Et moi, je rajouterais une 5e lettre, c'est le C pour compétiteur, Ouais. qui est déjà dans la place avec ce client-là, en fait. Nous, une autre chose qu'on avait mis à faire à la fin, c'était parce que vous faites quelque chose qui est assez innovant. Ouais. Tu sais, qui a déjà organisé un hackathon ici? OK, Cool. il y en a 2-3, là, mais c'est pas facile. C'est de l'innovation ouverte. C'est pas toutes les compagnies qui peuvent faire ça. Et on a vu, nous aussi, souvent on mettait un volet educate. Si le client était éduqué, si on devait faire le marché lui-même des fois, puis vous, est-ce que de temps en temps, vous devriez comme faire l'éducation du client? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que recruter de manière innovante et innover, c'est des choses que tu peux faire de 1 milliard de façons différentes. Mais aussi, on a fait pas mal d'erreurs. Donc peut-être... Ma prochaine question, c'est que Ouais. dans le monde des startups, qu'est-ce qui fait la différence entre un startup et disons, un restaurant ou une agence? Tu sais? Quand tu es une startup, tu fais quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est une des grosses différences. C'est que tu as un produit que tu amènes au marché, puis inévitablement, quand tu fais ça, tu vas te planter. C'est impossible de ne pas se planter. Ça, je t'ai pour demander, mais on va traduire les erreurs qu'on a commises. Comment tu t'es planté? On fait ça en bon québécois encore. C'est ça. J'ai résumé en vous donnant vraiment les 5 les plus grosses erreurs que j'ai personnellement commises. Vendre sur les réseaux sociaux, vraiment être très transactionnel sur les réseaux sociaux, c'est la première erreur que j'ai commise. La deuxième, c'est de vendre ton produit à tout prix, alors que ça ne correspond pas à ce que la personne attend. La troisième, c'est abandonner trop rapidement, laisser tomber au bout de 1, 2, 3 relances. La quatrième, c'est se concentrer uniquement sur les décideurs et se dire waouh, il faut absolument que je contacte le VP innovation uniquement, puis tous les autres, je m'en fiche là. Et la cinquième, c'est pitcher tout le monde de la même façon, avec un même elevator pitch là. Ah, ça, c'est. Comme je peux te dire, moi, que je suis d'accord avec toi, là, mais dis-moi, je veux savoir sur les médias sociaux, là. Ouais. Dis-moi comment tu t'es fait mal. Là. Je veux vraiment avoir Attends. Comment tu t'es planté sur les réseaux sociaux? C'est typiquement, tu envoies une demande de connexion sur LinkedIn et boum, la personne t'accepte et tu lui balances ton petit pitch là en lui envoyant direct un message in-mail. Salut, moi c'est Aurélie, je fais des hackathons, est-ce que ça t'intéresse qu'on se rencontre, qu'on s'en parle par téléphone? Enfin, c'est ultra transactionnel, ça marche pas, quoi. Moi, personnellement, quand on prospecte direct après que j'ai accepté quelqu'un sur LinkedIn, ça m'irrite. Et c'est juste ne pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, en fait. Puis ça, c'était vraiment mon gros fail. Bien, aussi, je pense que, tu sais, quand on fait, tu sais, le B2C, c'est très différent parce que je trouve souvent le B2C, c'est pas vraiment de la vente, c'est de la séduction. Puis moi, on a en commun, moi j'ai habité 6 ans à Paris, puis j'ai été célibataire à Paris, puis j'ai appris très vite que tu te fais dire non pas mal souvent. Surtout quand tu as une grosse bedaine à Paris, c'est incroyable. So, moi, j'ai devenu très confortable avec le non. Il y a ça. Puis c'est vraiment comme du dating, là, je dirais, la vente B2B. C'est du dating, parce que si tu montres que tu as trop la dalle, en fait, ça fait fuir les gens. C'est mortel. À Paris, là, tu peux pas faire ça. C'est comme si tu rencontrais une fille ou un chum pour la première fois et tu lui disais « Hey, salut, je m'appelle Aurélie, tu veux qu'on se marie, là ?» Ça marche pas. Donc, il faut y aller tranquillement. Et si tu veux bien, je vais peut-être passer à comment on a rectifié le tir. Je t'ai pour dire, mais il nous reste 1 minute. Ouais, il faut qu'on... Mais une des choses que je dirais, c'est que la différence entre le marketing et qui est B2C, et disons la vente, moi je dirais la vente, ça commence avec le non. Ouais, en effet. C'est une des choses où, comme, après ça, mais tu dois passer à un autre processus. Parce qu'avant ça, quand le marketing, tu es juste beau. Puis tout le monde veut te draguer, tu n'as pas besoin de faire rien. Puis la vente, c'est là où, j'ai un nom, puis là, il faut commencer le processus. Exact. Mais moi, je suis plus dans le sens où le marketing et la vente doivent vraiment marcher ensemble. C'est pour ça que, par exemple, tes vendeurs dans ton entreprise doivent vraiment se mettre dans la peau d'un marketeur. Et tes marketeurs doivent vraiment comprendre ce que les commerciaux qui se cassent la figure toute la journée sur le terrain, qui se prennent des noms à répétition,
il doit vraiment y avoir un vrai alignement entre tes ventes et ton marketing. C'est pour ça, comment on a rectifié le tir, c'est partager et informer sur les réseaux sociaux. Donc quand quelqu'un t'accepte sur LinkedIn, envoie-lui un e-book, envoie-lui une invitation à un événement, partage-lui des informations, demande-lui pas directement d'aller prendre un café ensemble. Je pense que faut y aller tranquillement, quoi. La deuxième chose, c'est laisser tomber les low fit, low interest. C'est-à-dire que tous les contacts dont leurs besoins ne correspondent pas vraiment à ce que tu proposes, et en plus qu'ils s'en fichent de toi, perds pas de temps avec eux, lâche l'affaire, tant pis, même si tu voulais absolument travailler avec eux et que tu veux absolument décrocher cette personne chez Intact, ce qui est mon cas, si quelqu'un d'Intact est là ce soir, c'est le moment de lever la main, laisse tomber, c'est juste pas le bon moment. Puis le troisième, c'est contacter au moins 8 fois son prospect. Donc tout le monde, en moyenne, les commerciaux, ils lâchent l'affaire au bout de 3 fois. Alors qu'en vrai, il faut 8 à 12 touchpoints avec ton prospect avant qu'il commence éventuellement à se considérer de travailler avec toi. Et pour ça, nous, on utilise une stratégie qui s'appelle la stratégie d'encerclement. C'est-à-dire que mon objectif, c'est que le marketing et la vente dans mon équipe travaillent de concert pour que le mot « agorize », il soit entendu par mon prospect de 8 fois minimum, par plein de personnes différentes et par plein de canaux différents. Puis enfin, le quatrième conseil, c'est contacter les stakeholders. Vous vous souvenez de ne pas trop obséder sur la personne, mais essayer d'aller toucher les prescripteurs et les gens qui vont chuchoter à l'oreille des dirigeants. Vous savez, on a tous des gens comme ça dans les entreprises. On va faire confiance aussi à quelqu'un qui va dire sur l'open space « Hey Claude, t'as vu il y a cette boîte Agorize là, qui me contacte, t'as entendu parler d'eux ? Ah bah oui, ils m'ont envoyé un email il y a 2 semaines. » Et puis c'est comme ça que tu génères du touchpoint. Mais éviter les NINA. Les NINA, en fait, c'est un terme que j'adore parce que ça décrit bien, quand tu prospectes en B2B, il y a des NINA, ça veut dire No Influence, No Authority. Alors, il y a beaucoup de gens dans les grandes entreprises, surtout quand tu as des entreprises de plus de 5000 personnes, qui vont avoir beaucoup de temps à passer et puis à discuter avec les commerciaux. Puis ils adorent faire parler les commerciaux, ils adorent te dire, tu vas vite les repérer, tu les repères parce qu'ils disent souvent waouh, c'est super intéressant, waouh, j'adore ce que tu fais, c'est vraiment génial. Puis toi, tu vas t'exciter quand en tant que commercial, tu vas là, il y a quelqu'un qui veut bien me parler, il y a quelqu'un qui est intéressé par ce que je fais. Ils vont juste aspirer ton temps parce qu'en vrai, ils ont ni l'autorité ni l'influence pour t'acheter quoi que ce soit. Vraiment dodger-les là. Puis enfin, le dernier, décline ton pitch selon le type de contact et après le temps, il n'y a plus de temps, donc il faut que je m'arrête là. Merci. Cool. Merci beaucoup. Change de chaise. Yes. Hop, tu deviens intervieweuse et tu interviews Simon Lejeune. All right. Salut tout le monde. Salut Simon. On va commencer par c'est quoi Hopper en fait? Donc Hopper, qui connaît Hopper dans la salle? Je suis à Montréal, normalement ça devrait être proche du 100%. Et qui a déjà acheté un billet d'avion sur Hopper? Donc, il y a encore un peu de travail là-dessus. Justement, parce que Hopper, votre force, c'est de dire aux gens de ne pas acheter le billet d'avion. C'est pour ça. C'est ça, c'est un truc assez bizarre quand on y pense. On est un des seuls e-commerce au monde qui doit acquérir des clients. Et la première chose qu'on fait en général quand ils arrivent et qu'ils utilisent l'application, qu'ils recherchent pour un billet d'avion, c'est non, on n'achète surtout pas. C'est pas le bon moment pour acheter. Et surtout dans le milieu du voyage où si vous allez sur les sites de nos compétiteurs, en général, ils vont vous pousser le plus possible à acheter. Les 37 personnes sont en train de regarder cette chambre d'hôtel, etc. Nous, c'est plutôt l'inverse. Ce qui a d'ailleurs influencé en fait notre stratégie d'acquisition d'utilisateurs. Et justement, en parlant d'utilisateurs, c'est qui ton client type aujourd'hui? Hopper, on a toute personne qui va prendre l'avion, qui va rester dans un hôtel dans la prochaine année, c'est un client potentiel. Je pense qu'il y a, d'un point de vue externe, il y a un petit biais qui pense que les clients de Hopper sont très millennials parce que c'est une application et que les gens achètent sur leur téléphone. Alors que nous, quand on regarde dans nos données, on a aussi plein de 40, 50, 60 plus qui ont trouvé l'outil qui est très simple à utiliser, qui achètent sur Hopper. Ça doit complexifier un peu la tâche pour toi, je pense, parce que comme tu as un panorama hyper diversifié de clients, justement, comment tu les rejoins, comment tu les convaincs en fait, ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières années, dans la dernière année surtout, c'est que de toute façon, quand nous on fait principalement de l'acquisition clients sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, Instagram, c'est que le targeting, le ciblage de votre audience a de moins en moins d'importance. Donc notre rôle, c'est de passer le maximum de data à Facebook en disant voici tout ce que nos utilisateurs sont en train de faire, voici nos utilisateurs achètent des billets, etc. Et après, Facebook va trouver les utilisateurs type qui pensent qu'ils sont les plus probables de faire les mêmes actions dans notre application.
Et donc ça veut dire qu'en fait, au début, on était OK, on faisait des tranches, 18-35, 35-45, etc. Aujourd'hui, on n'a fait plus du tout de ciblage d'âge, si ce n'est 18+, sur Facebook. Excellent. Puis comment ça se différencie parce que tu as vraiment des très gros compétiteurs en face de toi, Booking, Expedia, comment tu te différencies par rapport à eux? Ouais, donc en fait, il faut savoir que le voyage, c'est un domaine où c'est très très intensif en marketing. On a Booking et Expedia, chacun ils dépensent plus de 5 milliards de dollars US par année en marketing. Wow. Et ils dépensent en fait plus de 80% de ce budget-là directement sur Google. Et d'ailleurs, il y a quelques années, c'était sorti dans les médias que Booking, c'est le client numéro 1 de Google. Donc d'ailleurs, c'est un truc assez intéressant où quand on a des fois peur que Google entre dans le voyage et puis se mette directement à vendre les billets d'avion et les billets ou les chambres d'hôtel. Mais en fait, ils ont une marge tellement élevée sur les 10 milliards de dollars que Booking et Expedia leur donnent chaque année qu'il y a peu d'intérêt pour eux de rentrer directement dans ces marchés-là. Enfin bref, donc quand on voit un marché comme ça, c'est quasiment impossible pour nous de rentrer et de dire on va faire exactement la même chose, on va faire un autre site de voyage, on va aller dans le search parce que tous les mots-clés sont déjà pris, ils sont déjà beaucoup trop chers, ils ont plus de moyens, leur conversion est plus élevée, donc ils sont prêts à payer plus cher pour les clients qui sont très très low funnel. Et donc ce que Hopper a fait, consciemment ou non, au fil du temps, c'est de se concentrer sur un autre aspect de l'acquisition d'utilisateurs, c'est sur la rétention. Donc nous, on va acquérir des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement en train de chercher pour du voyage directement, et avec un produit mobile qui a une expérience utilisateur vraiment très bonne, et avec un produit, une stratégie de notification, d'alerte de prix qui est assez développée, ça nous permet de retenir les utilisateurs pendant plusieurs mois après qu'ils aient décidé de télécharger l'application et d'acheter plus tard en skippant l'étape Google. Donc en fait, moi ce que j'imagine un peu, c'est on va prendre les utilisateurs avant qu'ils se mettent à chercher sur Google, avant qu'ils entrent dans l'enchère entre toutes les compagnies de voyage et que ça devienne trop cher pour les acquérir dans le fond. C'est une excellente stratégie en effet. C'est comme au judo, quand tu te bats contre quelqu'un qui est beaucoup plus grand et lourd que toi, il faut que tu utilises la force asymétrique pour utiliser justement ta petitesse à ton avantage. Tu dis ça pour moi ou... Mais non, pas du tout. Non, mais ça, tu te bats contre vraiment des gros géants. C'est ça, c'est de déplacer le terrain de bataille plutôt que de rentrer et de frapper un mur, quoi. C'est une excellente stratégie. Puis justement, tu parlais d'argent, tu parlais de cycle de vente. À quoi ça ressemble vos budgets à vous? Hopper, on dépense énormément sur les médias sociaux, jusqu'à plus de 2 millions de dollars par mois, juste sur Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Mais ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est qu'en fait, on a simplement supprimé la notion de budget marketing. Et je pense que c'est quelque chose qui va exister aussi dans les compagnies où on mesure très bien l'impact de son marketing. C'est qu'on va se fixer des objectifs de retour sur investissement. Donc si vous êtes un e-commerce web, vous allez avoir un objectif de 100% de retour sur investissement dans la première session d'un nouvel utilisateur. Et là, vous allez essayer de dépenser le maximum que vous pouvez dans ce retour sur investissement, parce qu'il n'y a pas de raison d'arrêter de dépenser si vous imprimez de l'argent en dépensant. Alors, si vous êtes dans une entreprise mobile où vous êtes plutôt dans la rétention, dans le lifetime value, la valeur à long terme de votre utilisateur, alors nous, ce qu'on fait chez Hopper, c'est qu'on va se fixer ce qu'on appelle un payback period, donc une période de temps qu'on considère jusqu'à ce que l'utilisateur devienne profitable pour nous. Donc, par exemple, on va décider que nous, on veut investir le plus possible pour que la cohorte du mois de juillet devienne profitable pour Hopper après 1 an. Et donc, c'est assez compliqué parce que quand on acquiert un utilisateur, on ne sait pas exactement à quel moment il va devenir profitable, mais en regardant sur les données historiques, on est capable de savoir, OK, en moyenne, ça prend autant de temps. Et on est capable de regarder quelques signaux justement dans le premier mois, à quel point les utilisateurs ont été engagés. On sait que le first month booking rate était de autant. Et donc, ça nous permet d'estimer le lifetime value de ces utilisateurs-là. Okay. Et tous les mois, on va réévaluer nos objectifs de combien on est prêt à payer pour une installation, pour un clic, en fonction de l'amélioration du produit. Et voilà, on dépense juste le maximum qu'on peut dans ces limites-là. En fait, j'ai l'impression que le travail d'acquisition de clients B2C devient de plus en plus technique, de plus en plus lié aux données. Justement, c'est quel genre de profil qui compose ton équipe d'acquisition d'utilisateurs aujourd'hui? Ouais, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, chez Hopper, moi, quand j'ai commencé, on était 2. J'étais le seul marketer, puis j'avais mon collègue qui est quelqu'un qui a un profil technique. Et on dépensait déjà 1 million sur plus de 6 channels, parce qu'aujourd'hui, comme toute l'optimisation est déjà faite un peu par Facebook, par Google, nous, on avait travaillé sur l'automatisation de la création des publicités.
Et donc, il y a moyen, avec des ingénieurs dans votre équipe de marketing, de justement skipper l'étape d'engager trop de monde. Donc, tous les profils qu'on engage aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des marketing developers, des technical marketers. C'est clair que ça crée une certaine tension parfois avec les équipes produits et d'engineering, parce qu'ils ne veulent pas qu'on crée un deuxième groupe d'engineering au sein de la compagnie. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin justement dans le B2C. Ouais, tu me disais tout à l'heure justement que dans ton équipe engineering, tu vas avoir deux finalement sous-équipes, une équipe qui va être chargée de vraiment gérer dans le long terme, et puis une autre plus petite équipe qui va avoir la liberté de tester plein de nouvelles choses. Ouais, ce que je voulais dire par là, c'est au niveau des structures des équipes de growth au sein des startups, c'est que je pense que c'est la dernière équipe qui va se solidifier, se structuriser. Ça reste une micro-startup au sein de la startup. Et quand votre entreprise va atteindre 100, 200, 300 employés, on va avoir l'équipe produit ou l'équipe engineering qui doit nécessairement se structurer. Mais justement, l'équipe growth et marketing, on veut que ce soit l'équipe qui reste le plus longtemps scrappy, qui fasse beaucoup de tests. Et donc, on essaie d'engager justement des gens qui ont des mentalités d'entrepreneurs dans ces équipes-là, parce que ça reste genre une micro-startup au sein de l'entreprise. Ouais. Puis on avait peut-être pour un dernier point. Je te demandais dans la loge avant là. Le growth hacking, c'est quand même assez hot. Jusqu'à l'année dernière, tout le monde parlait de growth hacking. Donc, c'est comment tu trouves des petites astuces pour aller chercher de la croissance de manière à la limite de la légalité. Toi, tu me disais justement que c'était un peu fini, là, tout ça. Ouais, je pense que dans les 5 dernières années, il y a eu beaucoup de focus là-dessus parce que les systèmes de marketing digital, les plateformes de marketing digital étaient dans leur enfance, avec Facebook, même la manière de scraper Craigslist et de remettre des publicités ailleurs. Enfin, on connaît un peu tous les histoires de growth hacking. Ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, ces plateformes deviennent de plus en plus matures. Et donc, c'est déjà plus difficile de trouver des failles pour acquérir des clients à bas prix. Et en plus de ça, ils prennent en charge eux-mêmes directement, avec toutes les données qu'ils ont, l'optimisation, la création des audiences, le targeting, qui avant était là où il y avait beaucoup d'opportunités pour trouver des hacks. Donc, mais aujourd'hui, c'est vraiment la manière que vous pouvez acquérir des utilisateurs sur Google pour votre application. Vous donnez votre application à Google, vous dites voici mon app, 5 bannières, une vidéo, et vous dites voici mon desired level of retour sur investissement. Et là, si vous passez les données correctement après le téléchargement, Google va tout simplement créer le targeting lui-même, va choisir les mots-clés, va augmenter les enchères ou les diminuer en fonction de si vous atteignez votre objectif. Donc au final, on retire beaucoup de cet aspect technique des mains des équipes de marketing, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose à mon avis. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est devenu plus simple alors maintenant. Exactement, c'est beaucoup plus simple même pour une petite start-up d'atteindre des niveaux d'optimisation très rapidement qu'une grosse startup peut avoir avec plus de moyens. Trop cool. Bonne nouvelle pour nous alors. Merci beaucoup Simon. Merci. Super. Tiens, rebonjour. Rebonjour Claude. Donc Claude, on parlait un petit peu avant, tu me disais que toi, donc Aurélie elle est dans le B2B, moi je suis dans le B2C. Toi, tu es dans le B2G. Oui. Alors, attends, on va demander avant, qui sait ce que ça veut dire B2G? C'est un petit peu moins populaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et peut-être aussi nous expliquer, je trouve ça assez intéressant, comment vous êtes rentré dans ce domaine-là. Alors, B2G, c'est les ventes institutionnelles au gouvernement. Okay? Et là, c'est un autre registre. C'est souvent des beaucoup plus grosses ventes. Les gouvernements, c'est parmi les plus gros clients que tu peux possiblement avoir. Et c'est beaucoup plus formel parce qu'après ça, tu as des appels d'offres et le coût de la vente devient très cher. Et Nexology, est-ce que vous connaissez y a des gens qui savent que c'était dans la salle? Alors nous, grosso modo, là, on trouvait des terroristes puis on gagnait les élections. On avait d'intelligence artificielle des médias sociaux. Mais quand on a commencé, notre premier marché, c'était vers les agences. Parce qu'on se disait, mais on a l'intelligence artificielle de meilleur niveau que tu peux utiliser. Puis, on croyait que les agences, mais dans le temps, on en parlait beaucoup, auraient pu l'utiliser. Et c'était un succès. On était l'agence d'intelligence de Ford. Alors, tu sais que Ford croyait vraiment dans des modèles d'intelligence d'affaires. Après ça, on a eu des immenses agences aux États-Unis. On a eu Droga5, qui était la Agency of the Year 2012. On a eu 85 licences qu'on a vendues à Cossette.
d'un coup sec. Et selon toi, excuse-moi de t'interrompre, c'est quoi les particularités justement quand tu vends ces grosses agences-là et puis vers le gouvernemental? C'est quoi les différences dans les stratégies d'acquisition client, les particularités? Bien, comme tu parlais tantôt, le coût d'acquisition pour vous, ça va être dans les dollars. Nous, on était prêt à dépenser 20 000 pour closer un client. Alors, parce que le client minimum, tu sais, là, si quelqu'un n'avait pas 100 000 à dépenser, on s'en foutait pas mal. Comme on donnait l'outil gratuit souvent aux personnes qui n'avaient pas assez de budget, et en échange de billets de blog. Mais là, nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on avait un outil gratuit, en fait. Et l'outil gratuit, quand on a fait l'analyse de ce qui se passait, on avait le revenu qui augmentait avec les agences, mais tout le monde sait que maintenant que le modèle d'agence est en crise. Alors, même si le revenu augmentait, les marges diminuaient, pareil comme les marges des agences diminuaient. Alors, on a fait le choix, en regardant tout qui utilisait nos outils gratuits, et ça finit que tout ce qui était gouvernemental et paragouvernemental, c'était 36 % de nos utilisateurs gratuits, le plus gros bloc. Et c'est là où on a vraiment suivi le data. Donc c'est arrivé un peu par hasard, mais parce que tu regardais justement pour trouver des solutions. Et c'est aussi comme vous, nous on est une compagnie data, nous on suivait le data, on a incorporé le data au sein même du DNA de l'entreprise. Et si tu es 36, la plus grande part de tous tes outils gratuits, tes utilisateurs qui rentrent, puis eux, c'est devient des leads. Alors, tu sais, on avait 14 000 utilisateurs de notre outil gratuit. Si tu arrives à 36 ton lead acquisition, le coût est vraiment nul avec l'outil gratuit par rapport à ce qu'on dépensait, etc. Et alors, j'imagine que les cycles de vente sont très, très différents, Ouais. encore pire que dans le B2B, parce j'imagine qu'il y a des layers décisionnels qui sont encore plus difficiles à franchir dans le gouvernemental. Donc, déjà, juste pour savoir en moyenne, à partir du moment où tu contactais un client gouvernemental potentiel et le moment où tu signais le contrat, il s'écoulait combien de temps en moyenne? Le plus vite possible, c'est 6 mois. Ça, c'est le plus vite possible que tu vas closer avec le gouvernement. Et là, c'est juste en chance, parce qu'une autre chose qui est assez drôle avec le gouvernement, c'est que le cycle, en fait, c'est le 31 mars. Okay? Au lieu d'être calendar, souvent aussi, c'est septembre. Parce que tous les budgets gouvernementaux, il faut qu'ils soient dépensés pour le 31 mars. Alors là, ça change tout par rapport au calendar, etc. Et les cycles de vente dépendent des budgets fédéraux, surtout, budgets provinciaux. Alors, il y a toujours un élément. Quand le budget sort en février, tu attends les nouvelles. C'est drôle parce que je pense que dans les grosses entreprises, on retrouve justement cet aspect institutionnel. On a le budget annuel et en décembre, là, il faut absolument le dépenser, sinon on ne le retrouve pas l'année d'après. Et d'ailleurs, donc il faut connaître un peu ces échéances-là qui sont différentes dans le gouvernemental. Est-ce que les élections, c'est une question que je me posais, ont un impact justement sur la manière dont tu vas acquérir tes clients? Est-ce que ça vaut la peine d'aller frapper à la porte d'un gouvernement qui s'en va en élection 3 mois après? Les élections, c'est très difficile parce que, alors, nous, on a travaillé sur les deux côtés, là, mais c'est maintenant, avec tous les trucs de corruption, etc., si tu as touché au côté politique, en fait, ça te fait mal. Okay? C'est maintenant très mal vu d'avoir dit j'ai aidé tel parti, ils sont aussi mes clients. En fait, souvent, tu peux te faire virer carrément de l'appel. Donc il faut choisir son orientation politique en tant qu'entreprise? Et nous, on a resté neutre pendant très longtemps, comme le plus neutre possible. Et surtout parce que, au sein du gouvernement, ton but, c'est vraiment, par exemple, on avait Santé Canada. Et tu sais, on a aidé à former la politique de Santé Canada sur tous les vapes. Alors, c'était quelque chose de nouveau. Les gens ne savaient pas comment. Il n'y a pas beaucoup de recherche. Mais sur les médias sociaux, les gens, évidemment, ils postaient beaucoup comment ils utilisaient les vapes. Et c'est devenu une forme légitime de recherche pour former la politique de Santé Canada. Alors, quand tu es rendu à Santé Canada, il faut que tu fasses quelque chose qui est bon pour tous les Canadiens. Okay? Et tous les exemples que tu aurais pu faire qui sont politiques, en fait, il faut les évacuer. Et une autre question que je me posais quand tu travailles avec des entités gouvernementales, on entend tout le temps que les caisses sont vides, qu'il n'y a pas d'argent pour toutes sortes de programmes sociaux. Donc moi, en tant que, si je veux me lancer en entreprise, j'ai l'impression que ça va me jouer en ma défaveur, qu'il n'y aura peut-être pas de budget justement pour mon entreprise. Mais tu avais l'air de dire que ce n'était pas tout à fait ça. C'est pas le cas du tout parce que, surtout maintenant, on a un gouvernement qui veut innover. Il y a un programme fantastique qui s'appelle le PIC, le Built in Canada Innovation Program.
qui est super fait, très bon pour les startups. Et le gouvernement lui-même veut innover. Le gouvernement lui-même veut utiliser des solutions qui sont plus vite, meilleures pour améliorer même le fonctionnement du gouvernement en soi. Il faut leur montrer qu'ils vont sauver de l'argent. Bien, ils savent, c'est déjà fait. Alors, il y a des programmes qui sont destinés aux startups, comme le PIC. Puis, au côté militaire, il y a quelque chose qui s'appelle le IDEAS Programme, qui est absolument incroyable, où ils ont vraiment diminué le montant de paperasse qu'on doit faire. Puis, c'est des contrats de 6 millions. Une startup, n'importe quelle startup au Québec qui obtient 6 millions en revenus, c'est fait. Là, tu peux lever ta Series A demain. Alors, Tu me disais que les contrats étaient plus lucratifs, mais les critères étaient plus élevés, quoi. C'est ça? oui. Alors, surtout dans ce que nous, on faisait quand tu travailles avec le gouvernement, c'est difficile pour les startups pour 2 raisons. C'est que les contrats sont gros, il y a des retards, alors on a besoin d'un plus gros fonds de roulement qu'une startup normale aurait à avoir pour le même montant de revenus. Puis est-ce que les investisseurs comprennent ça quand tu vas leur parler? Non. Il y a des investisseurs aux États-Unis qui comprennent. Alors, nous, on se faisait souvent approcher. Le B2G, si tu regardes aux États-Unis, tu as le CIA Venture Fund, qui font Palantir, c'est CIA Venture Fund. Recorded Future, Crimson Hexagon. Au Canada, on n'a pas encore des fonds comme ça. Et puis, il y a même des fonds aux États-Unis qui font que du B2G. Puis qu'est-ce que tu penses, justement, tu viens de citer Palantir, je sais qu'il y a beaucoup de controverses aux États-Unis par rapport à Amazon, Microsoft, Google, où les employés qui ont rejoint l'entreprise dans Don't Be Evil avec des motos idéalistes, après se rebellent en quelque sorte contre les contrats militaires ou d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale Alors moi, que l'entreprise veut le mettre en place. Moi, au niveau de l'intelligence artificielle, et j'étais un des premiers fondateurs d'intelligence artificielle au Canada, j'ai vraiment un point de vue qui est... Alors nous, tu sais, j'ai déjà vu ce qui se fait en Chine, j'ai vu ce qui se fait en Russie. Je crois vraiment dans la démocratie. Et je ne me dirais pas un patriote, mais tout ce qui est see no evil, don't evil, les Chinois le font. Okay? J'ai vu des tanks qui se conduisaient toutes seuls. Alors, la première guerre qu'il va y avoir d'intelligence artificielle versus non-intelligence artificielle, ça va être un massacre. Alors, le see no evil, c'est pas aussi simple que ça. T'sais, parce que on est dans une nouvelle arms race. Et c'est pas nécessairement... de s'auto-armer n'est pas nécessairement evil. Surtout quand on doit faire face à des forces antidémocratiques, surtout quand on regarde la désinformation. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais beaucoup de... avec Nexology, on avait un des seuls systèmes qui pouvait faire, avec l'intelligence artificielle, la reconnaissance de la désinformation. Alors, c'est pourquoi que les revenus sont vraiment éclatés. Là, après, j'ai donné mon premier talk en désinformation en 2012. Tu étais Alors, en avance. Ouais. Tout ce qui est do no evil, see no evil, travailler avec les militaires ou travailler avec le gouvernement ou non, parce que Twitter maintenant coupe tous les accès si tu es un client militaire. Et qu'est-ce qui est evil, c'est une question que moi je pense qui n'est pas aussi simple que ça. Merci, c'est super intéressant. Super. Merci à tout le monde.